Bienvenue à tous. De l'engagement, de la solidarité, du rêve aussi, du rêve parce qu'il en faut. C'est le programme aujourd'hui de Maghreb Orient Express. Avec nous dans MOE, 3 personnalités qui font bouger les lignes en Méditerranée avec des projets concret avec nous sur TV5 Monde, Claude Yacoub. Bienvenue à vous. Vous êtes architecte, membre de l'association Ila Souria. Vous organisez des événements pour la reconstruction de la Syrie. Lotfi Hamadi, bienvenue à vous. Vous arrivez tout juste de Tunis. Merci d'avoir fait le déplacement spécialement pour MOE. Vous êtes membre de l'association caritative Omniati qui réalise les vœux d'enfants malades. Vous êtes précisément responsable de l'équipe de rêve. C'est beau. Vous nous direz de quoi il s'agit concrètement. Avec nous également aujourd'hui, en direct du Canada et de Montréal, Wassila Tamzali, écrivaine algérienne. Merci beaucoup d'être avec nous, Wassila Tamzali. Vous êtes militante féministe, vous participez en ce moment à plusieurs débats organisés en marge du Festival arabe de Montréal, qui a ouvert ses portes vendredi. C'est jusqu'au 9 novembre prochain. Parmi les thèmes sur lesquels vous allez intervenir, le féminisme islamique à l'épreuve des révolutions et des contre-révolutions arabes, ou encore Fimen, un pavé dans la mare. Restez avec nous, Wassila Tamzali. On vous retrouve dans un instant où c'est plutôt nous qui allons rester avec vous, puisqu'on reste à Montréal et son fameux festival du monde arabe, au programme danse, musique, théâtre, cinéma également, mais aussi donc des débats parfois passionnés, controversés, notamment autour de la charte des valeurs québécoises et de la question qui est censée réguler le port des signes religieux ostentatoires. C'est un reportage de Catherine François. Ouvrir un dialogue entre l'Orient et l'Occident, offrir une rencontre avec la culture du monde arabe. Ce sont les objectifs du Festival du monde arabe de Montréal qui en est à sa 14e édition. Notre rôle, c'est de créer des occasions de contact direct entre cette culture et la culture occidentale, à travers des artistes, surtout dans les arts de la scène, mais à travers aussi des conférenciers qui viennent échanger sur des sujets chauds, qui concernent justement la question identitaire, entre autres. Cette année, le festival se tient dans un contexte particulier, puisque depuis des semaines, la société québécoise est agitée par un débat très intense sur le port de signes religieux ostentatoires, notamment du voile islamique, un débat soulevé par le projet de charte des valeurs québécoises défendu par le gouvernement du Québec. C'est une crise, ça c'est ma lecture à moi, c'est une crise à la fois du monde arabe et du monde occidental. Je pense que les deux mondes peinent à trouver un équilibre parfois productif, une manière de gérer ces différences-là. La question du voile et la question de la laïcité, le rapport de l'immigrant musulman qui devient la menace, je pense que tout ça, ça reflète une crise interne de la société occidentale elle-même. Des conférences vont ainsi aborder les thèmes du féminisme islamique, des femmes musulmanes de France et du Québec, ou de la démocratie et la laïcité post-printemps arabe. Un printemps arabe sur lequel le festival revient en invitant des artistes renommés provenant de pays qui l'ont vécu. Cette 14e édition va aussi rendre hommage au tribalisme dans ce qu'il peut représenter de meilleur. Il y a un tribalisme qui est beau, un tribalisme qui invite à la communion, qui invite à se fondre dans un groupe et dans une communauté solidaire. Chaque année, le festival attire en moyenne 100 000 personnes, dont les 2 tiers sont des Québécois d'origine. Preuve que les efforts de dialogue et d'ouverture entre les deux mondes peuvent porter fruit. Voilà, de la musique, une belle ambiance, mais aussi, donc, vous l'aurez compris, une question sensible, celle du port des signes religieux, notamment du voile islamique. Je me tourne vers vous, Wassila Tamzali. Que vous inspire ce débat parfois houleux ? Beaucoup d'inquiétudes parce que on voit se reproduire à travers des débats comment je pourrais dire, des malentendus entre les sociétés occidentales et non occidentales.
Et inquiétude parce que, bien évidemment, ce sont les femmes qui payent, qui vont payer. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, personnellement, je suis évidemment contre tout ce que représente le voile dans une société pour les femmes, puisque j'appartiens moi-même à l'Algérie et que mon histoire, c'est l'histoire du dévoilement, c'est l'histoire du dévoilement sur 2, 3 générations de femmes qui ont lutté, qui se sont dévoilées pour imposer une manière plus adaptée à leur désir de circuler dans l'espace public. Ça, c'est ma conviction profonde et personne ne me fera dire que le voile n'a pas une symbolique très forte et qu'il n'est pas lié à l'oppression des femmes. Bon, on pourrait en parler longtemps et développer, nuancer, mais je dirais d'une façon lapidaire que malgré tout, c'est un symbole de domination. Celui qui a le mieux écrit là-dessus, d'ailleurs, c'est Saint Paul. Ce n'est pas un musulman, c'est un chrétien, un des premiers chrétiens. Malentendu parce que, malentendu d'abord, une certaine frange de la population occidentale exprime à travers cette question leur peur et leur rejet de l'autre, et en particulier de l'autre quand il est musulman et quand il est arabe. On voit là se réinstaller toutes les anciennes querelles et les anciennes peurs entre l'Occident chrétien et l'Orient arabe, qui nous ramènent jusqu'aux croisades, etc., etc. Ça, c'est le premier des malentendus qui développe une islamophobie, qui permet à l'islamophobie de s'exprimer ouvertement et sans honte, n'est-ce pas? Le deuxième malentendu, c'est celui qui me touche le plus, et celui pour lequel, d'ailleurs, je milite, si je peux, pour l'éclairer, pour en empêcher les effets désastreux. C'est le malentendu avec les femmes, qui sont pour la liberté des femmes, et qui, dans cette perspective et dans ce débat, comme dans certains débats en France et ailleurs d'ailleurs, prennent position d'une façon systématique contre l'islamophobie, et je suis d'accord avec elles, mais sans avoir peut-être le courage d'affronter l'islamophobie, de s'en éloigner, de s'en séparer, mais de continuer à défendre les idées qu'elles défendent pour l'égalité des femmes, pour la liberté des femmes. Alors, on vous retrouve dans quelques instants, Wassila Tamzali. Je me tourne vers vous, Lotfi Hamadi. Je me souviens lorsqu'on avait tourné avec toute l'équipe de MOE en Tunisie, une semaine avant l'élection de l'Assemblée constituante, c'était il y a 2 ans, il y avait écrit sur le mur de la maison en ruine qui avait appartenu au fameux clan Trabelsi, en plein débat sur la constituante, République islaïque de Tunisie. C'est un débat qui, aujourd'hui encore, plus de 2 ans après le départ de Ben Ali, est présent dans la société tunisienne. Bon, beaucoup moins actuellement, puisqu'on a une actualité qui est malheureusement actuellement plus sanglante, plus trouble d'un point de vue constitutionnel. Malheureusement, enfin, la question reste toujours d'actualité, mais de façon moindre. En revanche, il est vrai, pour être honnête avec vous, on a perdu la bataille de la laïcité, si je puis dire, parce que finalement, on est tombé dans le jeu des islamistes qui ont présenté la laïcité de façon très simpliste, caricaturale auprès de la population, qui ont vu ça finalement comme la laïcité comme un concept qui s'opposait à l'islam. Donc maintenant, ça va prendre un peu plus de temps pour faire comprendre avec de l'éducation, de la compréhension. Il y a peut-être aussi certains défenseurs d'une certaine laïcité qui sont eux aussi à leur manière radicaux aussi en Tunisie. Hein, incontestablement. D'ailleurs, il va falloir comprendre en Tunisie que nous ne sommes pas destinés en Tunisie à singer des concepts qui sont étrangers. En Tunisie, on doit trouver notre laïcité. C'est tant est qu'il faille l'appeler laïcité. En tout cas, il faut trouver le moyen de créer cette concorde civile qui fasse pour vivre ensemble. Voilà, l'égalité pour tous. Claude Yacoub, la Syrie, depuis maintenant près de 3 ans, quelque chose s'est installé. Certains disent, et j'ai envie de savoir ce que vous leur répondez, disent si Bachar el-Assad s'en va, on va avoir une dictature religieuse. J'ai envie de dire que c'est un passage obligé, hélas. Et d'ailleurs, on se retrouve beaucoup avec l'autre fille qui vient de dire des mots comme éducation, comme bataille qu'on est en train de... Nous, on est en train de perdre une bataille en ce moment, justement, c'est la communication. N'oublions pas que Bachar a fabriqué quelque part ces islamistes, ces djihadistes qui sont sur le terrain, même si pour certains viennent de l'extérieur, entre guillemets, mais c'est quand même lui qui a bien fomenté un peu toute cette histoire. Et en ce moment, justement, par rapport aux médias occidentaux essentiellement, nous sommes en train de perdre cette bataille parce qu'on oublie l'essentiel. C'est une révolution qui, au départ, est démocratique et complètement... comment dire,
pardon, j'oublie le mot essentiel, donc pacifique, pardon. Pacifique. Et voilà, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, s'est installé donc ces djihadistes, ces salafistes, on les appelle comme on veut, ces extrémistes. Mais vous dites que c'était la stratégie du pouvoir. Alors la guerre semble loin d'être terminée, cette guerre civile continue. Loin, et vous parlez de reconstruction. Précisons que Ila en arabe, c'est une préposition qui veut dire vers la Syrie. Vous vous projetez dans le futur. Dès aujourd'hui, ça ne paraît pas prématuré? Non, parce que nous sommes dans un cadre qui... Quand je dis nous, l'association en question qui date donc de février de cette année, 2013, quand je dis nous sommes des universitaires, des académiques, des scientifiques au départ, architectes essentiellement, mais qui s'ouvrent sur tous les domaines possibles et imaginables. Et quand je dis nous nous situons dans un long terme, un très long terme. Et alors j'aimerais vous montrer une photo d'Alep, ville historique, la mosquée des Omeyyades. Vous allez découvrir ce quartier. Absolument. 80% de cette ville est aujourd'hui détruite. Sur la page Facebook de MOE, il y a cette question. Elle est pour vous, Claudia Coupe. Qui se chargera de la reconstruction? Le savez-vous? Hélas, oui. Le gouvernement, ce régime en place, a l'outrecuidance de commencer à parler de reconstruction. Il a déjà d'ailleurs passé des contrats avec des Chinois, avec des Russes essentiellement, et il parle de reconstruction. Donc comment pourrait-on, nous, démocrates, laïcs, leur laisser ce champ libre? Et justement, je répète, notre association est vraiment, au départ, entre guillemets, apolitique. Nous sommes très modestes, on sait que nous travaillons sur du long terme, et nous, si on a un mot-clé, c'est l'éducation. Donc c'est comment transmettre à ces nouvelles générations qui vont construire ce qui est de demain, la façon de leur donner des clés, leur ouvrir des portes, leur entrouvrir des portes. Donc, il ne s'agit pas que de la construction matérielle, précisons-le, mais aussi matérielle. C'est aussi recomposer un espace médiatique libre, c'est aussi l'enfance. L'enfance, ça vous parle, puisque c'est l'objectif de votre association caritative Omniati. Alors, 2 associations, les vôtres, précisons-le, à but non lucratif. Pourquoi l'enfance? Aujourd'hui, on a l'impression que l'enfance est la grande oubliée de ces post-périodes de printemps arabe. Oui, c'est très étrange, enfin, que l'enfant soit oublié, que les régions soient oubliées, que les pauvres soient oubliés, alors que c'est eux qui sont à l'origine de ces révolutions qui sont populaires et qui sont le fruit finalement d'un manque de liberté, de crise économique et tout. Nous, Omniati, on a pour mandat de réaliser le vœu d'enfants qui sont très malades, voire en fin de vie, mais là... Leur apporter du rêve. Tout à fait, leur apporter du rêve. Donc Omniati, c'est mon rêve, c'est le premier des objectifs. Maintenant, on développe l'opération, c'est-à-dire qu'on installe, on va sur tout le territoire tunisien, dans les hôpitaux, des salles de classe, mais également des salles de jeu, avec la collaboration de Tunaction, parce qu'on veut réaliser des rêves, mais on veut aussi être là pour participer à l'éducation des enfants dans les hôpitaux et aussi leur donner le plein droit, quoi. Alors il y a cette question aussi, c'est assez effarant, c'est celle des internats dans les différents gouvernorats de la Tunisie. Vous dites des enfants vivent sans eau chaude, sans chauffage, avec une seule couverture, alors que l'automne est arrivé. La situation est assez alarmante. Qu'est-ce que vous voulez faire pour y remédier? Avec Génération Liberté, nous comptons très prochainement lancer une opération justement pour fournir, en tout cas là ces prochains mois, au moins pour un internat par gouvernorat, en effet de l'eau chaude, mais également des moyens de se divertir. Vous savez, nous avons de plus en plus de cas de gale dans les régions. Pourquoi? Parce que vous avez des enfants qui pendant toute la semaine ne peuvent pas se doucher parce qu'il fait froid. Actuellement, les nuits sont fraîches à l'intérieur des régions, particulièrement dans le nord-ouest. Donc les enfants ne peuvent pas se doucher parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Région montagneuse, on précise, montagneuse, tout à fait. Il n'y a pas d'eau chaude, les fenêtres sont très fines, il n'y a pas de couverture. Et le pire, c'est que ces enfants sont comme dans des centres pénitentiaires, si je puis dire. Ils se lèvent, ils mangent, ils étudient toute la journée. Le soir, 1 heure d'études. Après, ils vont manger et ensuite, on les emmène au lit parce qu'il n'y a rien pour les divertir. Wassila Tamzali, à Montréal, avec nous ce soir dans Maghreb Orient Express. Quand vous entendez ce constat, par exemple, pour la Tunisie, alors bien entendu, une révolution ne peut pas tout changer en 2 mois, mais vous y avez consacré, vous, un livre qui s'appelle « Histoire minuscule des révolutions arabes », édition Chèvrefeuille étoilée. Peut-être d'abord, Wassila Tamzali, une réaction à ce que vous venez d'entendre sur la situation des enfants? Oui, c'est toujours éploré par les enfants, la misère, etc. Mais je pense que, vous savez, il y a un très joli texte de Brecht qui dit vous qui, de mémoire, hein, vous qui pleurez sur la prostitution, sur les enfants maltraités, sur la pauvreté, etc. Sachez que tout cela vient de l'indifférence vis-à-vis de la politique. Je pense que toutes ces questions sont des questions qui sont de toute façon au cœur de la politique. Et c'est admirable de voir d'ailleurs que des jeunes
Tunisiens aujourd'hui s'engagent sur des sujets de don de soi, c'est-à-dire d'intérêt de l'autre, avec cet altruisme formidable qui est la marque d'une vraie société politique, même si c'est sur des sujets ponctuels qui pourraient relever d'une certaine manière aussi d'une approche, je dirais, caritative, hein, d'une approche caritative, mais qui reste une intervention sur la société. J'aurais voulu intervenir sur une question, sur la question de la laïcité, parce que j'ai entendu notre ami Lotfi dire il faut que nous inventions notre laïcité. Là, je vais lui dire que je pense que ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas plusieurs laïcités, il y a une laïcité. La laïcité, c'est une attitude éthique et philosophique dans la vie. Ce n'est pas seulement la séparation de l'Église et de l'État. Alors Wassila Tamzali, pardon de vous couper, Lotfi Hamadi va vous répondre, mais je serais tenté de vous répondre et de vous dire aussi, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. L'Église avait été en deux, mais c'est aussi la liberté de culte. Est-ce qu'une étudiante à Montréal ne va pas pouvoir faire le trajet de son domicile à la faculté parce qu'elle porte le voile ? Pardon, qu'est-ce que vous dites? Je disais la laïcité, c'est aussi. Je disais la laïcité, c'est aussi, c'est bien entendu la séparation de l'Église, de la synagogue, de la mosquée avec l'État, avec les pouvoirs publics. C'est aussi la possibilité c'est aussi la liberté de conscience, donc de pouvoir se vêtir comme on le veut et d'aller étudier aussi ainsi. Oui, c'est la liberté de conscience, sauf il faut quand même savoir que tout ce qui se passe dans l'espace public a des influences politiques et que moi je vous parle par rapport à Alger, par rapport à l'Égypte, par rapport à des pays comme la Tunisie, par rapport à certaines banlieues françaises. Je ne sais pas si c'est le cas à Montréal que je connais moins bien, mais je sais très bien que la question du voile, après avoir été sans doute une question d'ordre intime et d'autre personnel, est maintenant devenue une question globale et politique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes filles en France, je dis en France, et en Algérie, nous le savions déjà, mais en France, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, qui ne peuvent pas sortir de chez elles parce qu'elles ne sont pas voilées. Alors si au début, si vous voulez, ça a été une position un peu pour affirmer son identité, pour affirmer sa différence, je parle toujours de la France, j'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs, Une femme en colère. Alors Hamadi... mais ensuite c'est vite devenu un trait de société de ces populations immigrées. Alors Lotfi Hamadi va vous répondre, Lotfi allez-y. Alors, je veux juste dire qu'en effet, la laïcité, c'est une valeur qui repose sur la séparation du temporel et du spirituel. D'ailleurs, nous n'avons pas attendu la France et la République française au Jules Ferry pour savoir ce que c'est que la laïcité. Ibn Khaldoun l'avait écrit avant, des siècles avant, justement, la séparation du temporel et du spirituel. Mais la laïcité, c'est aussi la loi. Et les codes, enfin la loi sur la laïcité selon les pays dépend aussi de la culture. D'ailleurs c'est ça, c'est que vous avez un héritage culturel sur lequel s'appuie la loi. Et la Tunisie, ce n'est pas la France, ce ne sont pas les États-Unis ce n'est pas la Chine. Donc la Tunisie a pour ambition finalement d'inventer son propre contrat social pour équilibrer entre les traditions et le développement et la modernité. Alors il y a aussi une question intéressante. Wassila Tamzali parlait du caritatif et du politique. Toute action dans la vie est politique, hein, quand on va acheter sa baguette. Finalement, ça l'est déjà. Vous, c'est un parcours quand même assez atypique puisque vous avez quitté une formation politique, Jomhouria, dites-moi si je me trompe, tout à fait. Et pour justement vous impliquer concrètement. Pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui désabusé justement de l'action politique en Tunisie? Non, c'est surtout que l'énergie qu'on dépense au sein des partis pour faire entendre sa voix ou en tout cas pour se faire entendre, tout simplement, c'est de l'énergie qu'on peut consacrer sur le terrain auprès des nécessiteux, auprès des gens qui sont abandonnés, des blessés de la vie. Il y en a beaucoup trop en Tunisie pour finalement s'offrir le luxe de débattre dans des salons climatisés sur comment s'opposer de façon Parfois on s'écoute un peu parler, vous voulez dire aussi ouais. Beaucoup. Alors, vous avez vécu en France, vous y avez étudié, vous avez décidé en 2012 de retourner vivre en Tunisie. Pourquoi ce choix? Écoutez, je vais être honnête avec vous, ça faisait 8 ans que je n'étais pas revenu en Tunisie. J'avais eu une mauvaise expérience, je ne voulais plus entendre parler de la Tunisie. Quand il y a eu le début de la Révolution, j'en ai entendu parler, mais j'y prêtais très peu d'attention.
Un matin, j'étais au Starbucks à Montréal, justement, et puis je découvre que Ben Ali est parti. Et puis là, ça a été, c'est le sang qui a parlé, tout simplement. Ouais. J'ai réfléchi pendant 48 heures et j'ai décidé de rentrer en Tunisie parce que je pense qu'il est très important que des personnes qui vivent à l'étranger, qui ont justement vécu, développé, étudié à l'étranger, qui ont une certaine souplesse d'esprit, si je puis dire, viennent avec leur expérience dans et leur carnet l'échange. d'adresse. Tout à fait. Claude de Yacoub, vous avez aussi un parcours qui est le vôtre. Vous êtes né en Martinique, vous y avez vécu jusqu'à 39 ans et vous êtes en 2001 reparti vivre en Syrie. Parti. Et là, vous dites, dans cette ville près de Damas, cette banlieue où des armes chimiques ont été utilisées, vous dites à l'époque, vous me disiez tout à l'heure, je savais qu'il y aurait un soulèvement. Qu'est-ce qui vous permettait de le dire à l'époque? Mais là, ce dont on parle... Là, alors qu'on parlait d'un printemps syrien, Bachar al-Assad, rappelons-le, arrive en 2001 au pouvoir. Il a fait croire que le printemps se résumait à l'économie, puisque c'est l'économie qui libéralise, et rien d'autre. Donc il donne des téléphones mobiles à tout le monde, des voitures à tout le monde, ce qui pour nous en Occident paraît banal, entre guillemets, mais là-bas c'était quand même quelque chose de révolutionnaire. Acheter une voiture, c'était impensable avant Bachar. Enfin bon, il fallait s'inscrire sur des listes, enfin bon, je passe les détails. Et oui, bien sûr, j'habitais en périphérie, en limite de Damas, entre vraiment Damas et Jorba. C'est un des quartiers dont on parle maintenant depuis le 21 août énormément, où il y a eu des attaques chimiques. Et j'ai vu arriver, mais voilà, cette montagne qui est ce régime en place depuis 40 ans, à l'époque, avait laissé cette population, on parlait de pauvres, tu as parlé de pauvres l'autre fille, c'est eux qui sont montés au créneau, c'est eux qui pacifiquement ont manifesté, c'est eux qui sont morts, c'est eux qui meurent aujourd'hui, c'est eux qui sont dans les camps de réfugiés aujourd'hui, etc., etc. Donc à laisser cette population à des sunnites, bien sûr, commandés entre guillemets par les Saoudiens et des chiites par les Iraniens. Voilà, et donc il leur a dit, écoute, occupez-vous de la population et laissez-moi le pouvoir, donc la corruption, donc voilà. Et ça, j'ai vu, on parlait de laïcité, j'ai vu des petites filles qui avaient, je sais pas, 8 ans, 9 ans, du jour au lendemain voilées. Moi, j'ai vu des étudiants que j'avais, moi, à Damas, qui n'avaient jamais, je me permets de le dire, parce que devenant de grandes familles damascènes, ayant beaucoup voyagé, ayant beaucoup vécu à l'étranger, n'avaient jamais ouvert un Coran de leur vie, quoi. Et du jour au lendemain, me parlaient que de jeûne, que de ci, que de ça. Voilà, donc oui, je l'ai vu arriver comme... Wassila Tamzani, on parle donc de la Syrie, de la Tunisie. J'aimerais aussi avoir votre avis sur la situation en Algérie aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec Lotfi Hamadi en aparté. Un nouveau gisement de pétrole vient d'être découvert. Le peuple algérien attend toujours de profiter justement des richesses du pays. Quel est votre avis sur la situation dans le pays aujourd'hui? D'une certaine manière, bon, vous connaissez tout le discours sur la corruption et sur le pouvoir, ce qui pourrait caractériser le pouvoir en Algérie. Vous connaissez très bien ce discours que je partage, bien évidemment. D'une certaine manière, c'est aussi ce pétrole qui a empêché la révolution en Algérie, puisque on sait que depuis la chute de Ben Ali, le gouvernement algérien aurait distribué 60 milliards d'euros pour calmer les petites manifestations sectorielles qui ont eu lieu dans le pays après la chute de Ben Ali. L'Algérie n'est pas à l'écart de ce grand mouvement qui traverse le monde arabe aujourd'hui. Je dis arabe parce que c'est un mot commun, pratique, mais le monde, disons, maghrébin et le monde du Moyen-Orient. L'Algérie n'est pas en dehors de ces grands mouvements. Il se manifeste différemment, il se manifeste à travers, sans doute, une hésitation du pouvoir qui commence à négocier avec le peuple sur certains points. Et je rappellerai ici la rencontre tout à fait étonnante à Tizi Ouzou pendant le Ramadan, des jeûneurs qui organisaient un pique-nique pendant le Ramadan et qui n'a pas été réprimé par la police, alors qu'au Maroc, les déjeuneurs sont mis en prison régulièrement. Comme par exemple d'autres situations qu'on voit aujourd'hui évoluer en Algérie. Vous savez, l'Algérie ne veut pas faire de révolution parce qu'elle a un très mauvais souvenir de la révolution de 88 et surtout du pouvoir des islamistes qui a conduit à la guerre civile. Merci. Mais je dis toujours que comme la guerre d'Algérie a libéré l'Afrique, eh bien la révolution tunisienne va libérer le monde arabe et l'Algérie avec. Eh bien, très beau message de fin. Wassila Tamzani, essayiste, écrivaine algérienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Montréal. Lotfi Hamadi, en 2-3 mots, un message rapidement aujourd'hui. Votre message, quel est-il ?
Le message est qu'en Tunisie, il faut absolument qu'on soit de plus en plus dans le social parce que nous avons un État, un gouvernement qui ont totalement abandonné le peuple. La corruption n'a jamais été aussi active, le marché noir, etc. Aujourd'hui, le premier des plans, c'est la misère dont il faut s'occuper. Et je demande aussi aux étrangers de croire en la Tunisie. Il y a beaucoup de potentiel. Nous trouverons un chemin où nous en créerons un. Je sais que cette phrase vous tient beaucoup à cœur et pour cause. Il y a très longtemps, un certain Hannibal, général Carthaginois, a dit ça. Vous êtes l'un des descendants des fils d'Hannibal. Merci Claude Yacoub d'avoir été avec nous. Merci Lotfi Hamadi. Et merci encore à Wassila Tamzali. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour un numéro exceptionnel à Beyrouth, au Liban, à l'occasion du salon francophone du livre. Et dès demain, sur TV5 Monde à nouveau, qui lance un nouveau grand rendez-vous de l'information, 64 minutes Le Monde en français. Du lundi au jeudi, je vous retrouverai donc, et du vendredi au dimanche, ce sera avec Xavier Lambrèche. Le coup d'envoi de ce nouveau grand journal, c'est aujourd'hui. Merci à tous, à très vite sur TV5 Monde.